Salut Matt, comment ça va? Bien toi? Ah oui, ça va bien. On est de retour pour un nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu qui est l'expert du sucre. Donc, on va répondre à la fameuse question, est-ce que le sucre est une addiction? Et pour ce faire, dans le fond, Mathieu va nous expliquer un peu la revue de littérature qu'il a faite dans le cadre d'un cours universitaire et donc qui portait sur l'impact des boissons sucrées chez les enfants. Ensuite, on va se positionner. En fait, Mathieu va nous parler d'un article qu'il a écrit dans le cadre de son stage en santé publique sur l'addiction. Ben, est-ce que le sucre est une addiction? On va répondre à cette question-là aujourd'hui. Fait que dans le fond, Mathieu, je vais te laisser commencer, étant donné que tu es l'expert en sucre et que je ne suis qu'un chansonnier. Je ne suis qu'une chanson. Fait que je vais te laisser nous présenter ta revue de littérature que tu as faite avec Florence, dans le fond. Ouais, exactement. Mais avant ça, je veux juste faire un petit retour sur le sucre en général. Parce que le sucre qui est très, très, très mal aimé en ce moment, dans les médias, dans la connaissance générale, on pourrait dire, tu sais, c'est vraiment vu comme le diable, un peu comme la cause de pas mal tous nos problèmes au niveau nutritionnel, au niveau de la santé. Si on parle d'obésité, diabète, tu sais, etc., c'est vraiment sais, même toutes les autres inflammations, c'est le sucre, c'est problématique. Tu sais, moi, je reviens toujours à, je pense que c'est cet été, Journal de Montréal avait sorti, puis la une, le sucre, puis il y avait des pages et des pages d'entrevues, d'interventions à propos du sucre, comment c'était pas bon, etc. Donc, il y a vraiment un gros billet en ce moment, tu sais, au niveau culturel, tu sais, contre le sucre, tu sais, directement. Le sucre qui est Mhm, beaucoup accusé. C'est comme notre bouc émissaire un peu sur tous nos problèmes. mhm. Euh, Puis, ça peut être problématique, puis on va en revenir à la suite du podcast, parce que si le sucre, c'est réellement le seul problème, puis qu'on réussit à éliminer le sucre, par exemple, de notre alimentation, ben normalement, ce serait incroyable, parce que ça réglerait tous nos problèmes. La réalité, par contre, est peut-être un petit peu différente, ce qui fait que cibler uniquement le sucre, ça peut passer à côté de vraiment beaucoup de problèmes qu'on a en nutrition. Puis ça pourrait être un peu réducteur, tu sais. Puis en ce moment, on le voit sur les médias sociaux avec le mouvement keto, le mouvement carnivore, le mouvement low carb, faible en glucides, c'est que vraiment, on aime ça, diaboliser le sucre, dire que le sucre c'est poison. Fait que on va revenir comme à l'essentiel, au fait, qu'est-ce qui est moins bon dans le sucre, qu'est-ce qui est pas si pire que ça finalement. Puis ça, je pense que ça va être vraiment intéressant pour tout le monde, là. Tout le monde va pouvoir apprendre de cet épisode-là. Euh, Fait que, t'as-tu quelque chose à ajouter avant que je commence? Non, mais c'est exactement ça. Il y a une démonisation du sucre dans les médias, même dans le milieu scientifique. En nutrition, on voit beaucoup ça. Et on dirait que c'est comme une situation où il faut soit se mettre pour, soit se mettre contre. On dirait, j'ai l'impression, c'est soit tu es pour le sucre ou tu es contre le sucre. Tu sais, on a vu avec notre professeur Eve Crépeau, qui était capitaine glucides. Fait qu'elle, vraiment, apprendre une alimentation qui est plus riche en glucides. De façon générale, c'est ça qui est plus véhiculé. Ça ne parle pas de sucre exclusivement. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances en nutrition. Tu sais. Fait qu'il faut Mhm. comprendre les glucides de façon générale. Là, après ça, les différents types de glucides qui existent. Les glucides plus raffinés, moins raffinés, les quantités de fibres, les fruits, les légumes, juste les sucres simples. Donc, tu sais, il y a différents trucs qui englobent les sucres quand on parle de sucre. Donc, c'est pas ni noir ni blanc, mais elle dirait qu'il faut se positionner aujourd'hui, de nos jours, pour dire, ah ben là, moi, je suis soit contre le sucre ou pour le sucre. Mais on sait que le sucre a des bonnes applications, surtout dans le milieu du sport. Fait que ça peut être vraiment intéressant d'en utiliser là. C'est principalement là que moi, je vois l'intérêt de consommer du sucre. Et ceux qui n'en consomment pas dans ces situations-là voient un impact. Là. Si tu fais un entraînement excessivement intense puis tu ne consommes pas de Gatorade ou de sucre, à un moment donné, ça va être plus difficile de passer à travers ton entraînement. Mais dans d'autres contextes, je comprends pourquoi le sucre, c'est une moins bonne idée. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de se positionner là-dedans, d'être extrêmement nuancé, de se situer plus au centre. Fait que je vais te laisser continuer, Mathieu. Ben, dans le fond, si on revient à la base, là, moi, tu sais, les sucres, des fois, même en nutrition, les gens, tu sais, ils vont dire, on sait que le sucre, il faut le réduire, puis tout ça, mais tu leur poses la question pourquoi, puis ils vont avoir de la difficulté à t'expliquer exactement pourquoi, tu sais. Mhm. Mais moi, je vais vous dire exactement pourquoi le sucre, souvent, ça va être recommandé d'éviter puis de réduire. C'est écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement du Canada, Santé Canada, les effets du sucre sur la santé. Consommation d'une trop grande quantité de sucre ajouté
a été associé à un risque accru de carie dentaire chez les enfants, consommation excessive de calories. L'excès de calories peut entraîner un surpoids, de l'obésité. L'obésité est un facteur de risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, certaines formes de cancer, les maladies cardiovasculaires. Fait que déjà là, on a comme l'idée tout de suite pourquoi le sucre, c'est potentiellement néfaste. C'est que ça mène à on consomme trop de calories, on développe un surpoids, de l'obésité, puis ce surpoids, cette obésité-là, mène à la cause de d'autres problèmes de santé chroniques qu'on vient de mentionner, diabète, cancer, maladies cardiovasculaires. Fait que déjà là, ça c'est la base. Faut juste savoir ça. Puis après ça, on pourrait aller dans pourquoi les sucres ajoutés, pourquoi dans le fruit, c'est pas la même chose, pourquoi c'est là que sucre naturel, sucre pas naturel, il y a beaucoup de controverses à ce niveau-là, les gens ont de la misère à comprendre. Fait que on va pouvoir y aller en détail là-dedans. Puis ensuite, même sur le site du Canada, ça va dire un régime sain où la plupart des sucres proviennent des fruits, des légumes, des produits laitiers non sucrés, ben c'est ça qui est plus idéal dans le fond. Fait que pourquoi les sucres qui sont naturels, entre parenthèses, qui viennent d'un fruit, d'un légume, d'un produit laitier, il serait mieux qu'un sucre, mettons un sucre d'érable, par exemple, ou un sucre raffiné, ou un sucre De la qui est dans un mélasse ou de produit la transformé. cassonade. Ou... C'est ça, genre, pourquoi ce serait mieux ça, tu sais? Ben, ça va revenir souvent au fait que le sucre naturel, il va être présent dans un aliment entier qui contient tous les bienfaits de cet aliment-là. Comme par exemple le fruit, hein, qui va contenir du sucre, certes, mais il va contenir des fibres, va contenir des vitamines et minéraux. Alors que par exemple un jus, ben oui, c'est du sucre qui vient d'un fruit, donc c'est un sucre naturel, mais là, on perd comme les bénéfices associés aux fruits, que c'est un aliment qu'on consomme puis qui contient des fibres. Puis ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais ça m'amène à parler, dans le fond, de mon article de revue littérature, dans le fond, que j'ai fait dans le cadre de mon bac en nutrition. Comme un genre de mémoire, là, sauf que c'était pas une maîtrise, c'est juste un long bac. Là, on pourrait en parler longtemps. Mais j'ai réalisé ça avec ma collègue, dans le fond, qui était Florence Blanchette. Puis l'article portait sur l'impact de la consommation de boissons sucrées et de jus de fruits sur l'adiposité et la santé cardio-métabolique des enfants. Vraiment ciblé plus au niveau des enfants. C'est quoi l'impact des enfants qui consomment plus de boissons gazeuses, par exemple, plus de boissons sucrées et plus de jus de fruits sur leur santé? T'sais? Est-ce qu'ils développent plus d'adiposité? Est-ce qu'ils ont plus de risques cardio-métaboliques, etc.? Donc, eh bien, on a, on a parcouru pas mal toute la recherche qu'il y avait à ce niveau-là, au niveau de cette population-là. Puis, on a quand même des revues systématiques, des méta-analyses qui existent. Dans le fond, ça va être des études où est-ce qu'on va prendre plusieurs études qui ont fait plusieurs expériences, qui ont fait plusieurs observations, puis on les met toutes ensemble pour mettre les données, puis essayer de voir vraiment, OK, y a-tu vraiment un impact? Parce que c'est le fun de regarder une étude, mais si on regarde 20, 40 études, ben là, puis il dit tout un message, une conclusion un petit peu différente, mais si on met tous les chiffres ensemble, on a vraiment une meilleure idée sur si vraiment les boissons sucrées, par exemple, ça leur a un impact. Puis finalement, c'est quoi l'impact? Ouais, c'est ça. Ben, qu'est-ce qui a été montré? C'est qu'au niveau des boissons sucrées, ça n'inclut pas le jus de fruits 100%, là, comme par exemple le jus de fruits Oasis ou Rougemont, là, que on voit souvent à l'épicerie, par exemple. Là, vraiment les boissons sucrées, donc les boissons gazeuses avec des sucres ajoutés, les genres de jus cocktail, que c'est du sucre Les qu'on thés ajoute. glacés de Là. ce monde, tout ça. Les Là. thés glacés, exactement. Donc, je pense même le lait au chocolat, ça pourrait rentrer là-dedans, le Gatorade, Powerade, tout ça. Donc, ben, qu'est-ce qu'on a observé, c'est que, en général, puis là, ça, c'est une moyenne, de tous les enfants, de toutes les populations en général, là, parce que on sait qu'il y a des gens que génétiquement, ils vont plus aller vers, ils vont plus développer de l'obésité facilement comparé à d'autres pour diverses raisons. Mais, en général, à chaque consommation de plus par jour, ben, on observait qu'il y avait une augmentation de l'IMC. C'était assez linéaire. Donc, plus que
sais, mettons que je consomme un verre de jus un verre de boisson gazeuse à tous les jours, ben là, si j'en prends deux, ça double, si j'en prends trois, ça triple, puis ça augmente, puis tu sais, c'est vraiment un calcul au niveau quotidiennement, tu sais. Donc, si j'en prends une fois dans ma vie, ça va rien faire, mais si c'est vraiment une exposition répétée, tu sais, quotidiennement, de façon hebdomadaire, ben, c'est là à partir de vraiment une portion par jour, on voit une différence. Mais c'était pas une différence qui était énorme. Tu sais, je pense que c'était 0.07 d'IMC de plus en moyenne. Fait que pour certaines personnes, ça va peut-être être plus que ça. Pour certaines autres personnes, ça va peut-être avoir aucun impact, ça va dépendre. Mais en général, on voyait un effet. Mhm. Euh, Est-ce que c'était ouais, la moyenne ou la médiane, ça, le 0,7? la moyenne, OK. c'est ça. Fait que c'est pas énorme, là. Donc, c'est Tu ça. sais, quand on parle des IMC, par exemple, l'IMC qui est considéré comme poids normal, tu sais, ça va être de 18,5, je pense, jusqu'à 25. Ouais. Puis Fait qu'autour surpoids, de ça va être de 22, c'est à peu près au milieu, 25 à là. 30, c'est ça. Fait que tu sais, quand on pense à 0.07, ça a comme peu d'impact, tu sais, de te faire passer d'une catégorie à l'autre. C'est pas un big mover, on dirait, tu sais, qu'on ressort de cette analyse statistique-là. Puis quand on regardait le jus de fruits, qui, tu sais, quand on regarde, tu sais, mettons une boisson gazeuse versus un verre de jus de fruits, la même quantité, la quantité de sucre à l'intérieur va quand même être similaire, là. Tu sais, c'est une boisson sucrée quand même si c'est à base de fruits. Euh, ben, on voyait que c'était un petit peu différent, un petit peu moins prononcé, l'augmentation de l'IMC par rapport aux boissons sucrées. Donc, le jus de fruits, tu sais, serait moins un prédicteur de l'augmentation de l'adiposité chez l'enfant. Ce qui est quand même intéressant, j'ai quand même une opinion là-dessus, là, qui est une hypothèse et qui n'est pas nécessairement fondée à 100% dans de l'évidence, mais j'ai une idée pourquoi le jus de fruits aurait un impact moins prononcé. C'est Euh, mon hypothèse avant que tu dises, Étienne? Vas-y, c'est sûrement la même chose que moi, mais Ouais. vas-y. Moi, mon hypothèse, c'est que de façon. C'est un peu comme on parlait l'autre fois avec le sauna ou le spa là, avec Burt, Ouais, mais que dans le fond, les gens qui vont consommer, mettons, des boissons gazeuses, de façon générale, ils ont moins tendance à faire de sport, donc ils sont peut-être un peu plus sédentaires. Donc, c'est ça qui va également causer ben, l'augmentation de l'IMC. Après ça, ceux qui consomment des jus de fruits, ben, c'est peut-être parce qu'ils se disent, ah, ben, tu sais, le jus de fruits, c'est plus santé, donc c'est des gens qui font plus attention à leur santé puis qui font également du sport. Donc, de façon générale, juste une corrélation de bon, ben, moi, je fais attention à ma santé, fait que je fais du sport. Puis, ah, ben, tu sais, le jus qui est bon, c'est le jus de fruits. Donc, je prends celui-là. Fait que moi, c'est juste, c'est ça mon hypothèse. mais honnêtement, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Je veux juste clarifier, mettons, tu sais qu'au niveau de l'enfant, tu sais, à partir d'un certain âge, quand il devient adolescent, il y a plus de contrôle sur, tu sais, les choses qu'il va consommer parce qu'il va avoir accès à de l'argent pour acheter des choses à la cafétéria, pour acheter des choses dans un fast-food, dans un dépanneur, etc. Mais tu sais, au niveau des enfants plus jeunes, c'est vraiment, tu sais, les parents qui ont le plus de contrôle sur qu'est-ce que l'enfant va consommer. Puis, tu sais, juste en général, dans notre société, le jus de fruits à 100%, tu sais, le jus de fruits pur a pas du tout la même connotation négative au niveau de la santé que la boisson sucrée comme Coca-Cola, Pepsi, etc. Donc, ma théorie, mais mon hypothèse plus, ce serait que les parents qui, tu sais, peut-être, comment je dirais ça? Mettent moins d'importance envers la santé, qui vont plus laisser leurs enfants consommer ce genre de boissons-là, peut-être en général vont moins faire la promotion de d'autres bonnes habitudes de vie. Comme tu disais, pratiquer un sport, d'avoir des repas qui représentent un peu l'assiette équilibrée, qui contiennent des fruits et légumes, des protéines, etc. Puis aussi, quand on pense dans quel contexte habituellement les enfants vont consommer des boissons gazeuses, ça va être genre par exemple, quand tu vas dans de la restauration rapide, c'est là que tu vas en voir. Fait que, est-ce que ça voudrait dire que peut-être ces enfants-là consomment plus de restauration rapide? C'est là que, même si dans des analyses statistiques, on essaie de contrôler pour le plus de variables possible, ben, des fois, il y a quand même des choses qui ressortent. Puis ça pourrait être une des explications qui fait la différence entre le jus de fruits et la boisson gazeuse. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. C'est ça. Fait que comme on peut voir, il y a un impact de la boisson sucrée, mais cet impact-là semble pas être énorme. Bien sûr, ça va dépendre de l'individu, il va y avoir une variance à ce niveau-là. Mais pourquoi que consommer plus de jus de fruits ou plus de boissons gazeuses, ça augmenterait l'adiposité? Parce que
En fait, toute nourriture, tout aliment qu'on consomme contient de l'énergie. Fait que pourquoi en particulier le sucre? Ben, ce serait que, mettons, quand tu prends une boisson gazeuse ou un jus de fruits, ben, vu que tu consommes du sucre sous la forme liquide, ben, le sucre, c'est un glucide, mais qui est absorbé hyper rapidement, tu sais, qui prend pas de temps à digérer parce qu'il est déjà une molécule assez simple. Puis, quand il est consommé sous la forme d'un liquide, tu sais, par exemple, un jus, on l'a enlevé de la matrice, tu sais, du fruit, il n'y a plus la fibre, il y a plus t'as plus besoin de le mâcher, tu sais, tu fais juste le boire tout de suite. Même chose quand on parle d'un Coke, c'est juste basically de l'eau avec du sucre puis des arômes. Euh, donc, à ce niveau-là, on va pas aller chercher un, un sentiment de rassasiement, de satiété suite à avoir consommé ce breuvage-là. Puis, je pense qu'ils ont déjà fait des études un peu, je sais pas si c'était dans des enfants, mais en général que, mettons que quelqu'un consommait euh, une boisson sucrée versus une boisson non sucrée, puis qu'après ça, il allait manger euh, son souper, par exemple, après, ben, il n'y avait pas de... tu sais, même si on a consommé, je sais pas moi, 200 calories de boisson sucrée avant le souper, on va pas compenser en mangeant moins, au repas du souper. Fait que ce serait comme l'hypothèse principale qui expliquerait pourquoi quand tu prends quelque chose de sucré comme une boisson sucrée, après ça, tu arrives dans ton repas principal, puis t'as pas moins faim parce que tu as pris du sucre avant. Tu as autant faim que si tu n'en avais pas pris, mais au final, à la fin de la journée, tu as quand même consommé un nombre de calories qui était potentiellement excessif par rapport à ce que tu aurais fait normalement sans cette boisson sucrée-là. Mhm. C'est ça. C'est une question de balance énergétique. C'est comme tu disais au départ avec sur le site du gouvernement canadien. Là. Moi, de ce que je comprenais de cette recommandation-là, c'est que si, mettons, tu es quelqu'un d'actif qui fait du sport régulièrement, mettons, voire jusqu'à chaque jour, euh, puis que dans ta balance énergétique, tu es soit en maintenance ou iso ou hypocalorique, ben, tu peux consommer quasiment autant de sucre que tu veux, puis il n'y aura pas d'impact concret sur ta santé. Après ça, est-ce que c'est la chose à faire? Non, parce qu'en consommant des boissons sucrées, ben, tu évites d'autres aliments qui pourraient être bénéfiques pour ta santé. Mais de façon générale, de consommer beaucoup de boissons sucrées, en autant que tu restes dans ta balance énergétique, puis que tu es actif, honnêtement, tu évites la majorité des problèmes qui sont rencontrés avec les boissons sucrées. À part le truc de la carie dentaire, que ça, tu peux rien faire. C'est juste le sucre, c'est ça que ça fait. Fait que tu te brosses les dents, tu fais ton possible, mais. Mhm. Puis même là, au niveau des caries, ça va vraiment, encore une fois, dépendre, oui, de ton hygiène dentaire. Tu es quelqu'un qui se brosse les dents, qui passe la soie dentaire, juste là, ça va avoir un impact, c'est sûr. Mais même au niveau génétique, il y a des gens qui, même s'ils ont des moins bonnes habitudes de brossage de dents, etc., ou qui sont tout à fait moyens, développent jamais de caries parce que génétiquement, à ce niveau-là, ils sont plus résilients aux caries. T'sais. Moi, par exemple, je me brosse les dents, là, mais je suis pas la personne la plus assidue à 100% tout le temps parfait. J'ai jamais eu de caries dans toute ma vie. T'sais. Fait que, alors que quelqu'un d'autre pourrait se brosser les dents 3 fois plus que moi, puis peut-être que lui ou elle va avoir des caries, puis il n'y a pas peu de contrôle là-dessus. Mais c'est sûr que la consommation de sucre, ça peut avoir un impact si tu prends plus de trucs sucrés, etc. Mais c'est ça. C'est tout le temps des facteurs, multiples facteurs qui expliquent un certain phénomène. Puis même chose avec la consommation de sucre. Si tu es quelqu'un, comme tu as dit, qui fait énormément d'activités physiques d'endurance, par exemple, quelqu'un qui est sur son vélo, là, vraiment beaucoup, souvent, plusieurs fois par semaine, mais si lui consomme un peu plus de sucre, il prend un Gatorade, il boit du jus, puis ça, peut-être que pour lui, c'est bénéfique parce que ça l'aide à consommer assez d'énergie pour pouvoir avoir assez d'énergie, maintenir son poids, maintenir sa performance sur le vélo. Puis il y a aussi des gens que leur appétit de base, génétiquement, il est juste pas vraiment grand. Il y a certaines personnes qui sont toujours très maigres, très minces, puis c'est comme hors de leur contrôle, mais ils ont juste pas d'appétit. Fait eux, même s'ils boivent du jus, même s'ils consomment des boissons sucrées, ça leur aura potentiellement très peu d'impact sur le développement d'un surpoids, d'une obésité, alors que d'autres personnes qui ont déjà un très grand appétit, puis là, en plus, on rajoute des boissons sucrées qui augmentent l'apport en calories, puis là, après ça, on va manger nos repas principaux, on va peut-être déjà manger beaucoup à ce niveau-là, mais là, c'est comme un facteur
qu'on rajoute qui vient augmenter le risque de développer un surpoids, une obésité. Mm. Tout ça pour dire que les boissons sucrées sont un facteur, mais ce n'est pas le seul facteur qui explique tous nos problèmes, tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir des interventions qui vont agir sur les boissons sucrées, la consommation de boissons sucrées, c'est un pas dans la bonne direction potentiellement, mais ça va pas, tu sais, l'étude nous indique, par exemple, tu sais, si, mettons, tout le monde diminuait vraiment beaucoup la consommation de boissons sucrées, puis que l'IMC de tout le monde diminuait de 0,07, ben, ça serait potentiellement positif, mais ça va pas régler notre problème, tu sais, quand on est dans un IMC déjà tu sais, au niveau d'obésité, diminuer de 0,07, c'est pas grand-chose. C'est quelque chose, mais c'est pas énorme. Ça veut dire que on peut agir là-dessus, mais il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut prendre en compte, qui, d'après moi, sont quand même importants. Puis Quels pour sont, quels revenir, sont quels sont ces facteurs, dans le fond, là? Tu veux-tu enchaîner avec ça? ben, juste avant, je veux juste terminer avec l'article de mémoire qu'on a fait, tu sais, parce que l'impact principal qu'on voulait chercher, c'était l'adiposité. Puis ça, on a observé, tu sais, qu'il y avait une augmentation d'adiposité, augmentation d'IMC, augmentation du taux de taille, tu sais, toutes les métriques, tu sais, qui indiquent une augmentation du surpoids d'obésité. Puis on voulait voir aussi comment ça allait affecter, tu sais, la santé cardio-métabolique, tu sais, dans le fond, des enfants. Puis la réalité, c'est que les problèmes cardio-métaboliques, cardiovasculaires, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment observer chez les jeunes, chez les enfants. C'est comme quand même difficile à voir parce que c'est beaucoup des problèmes qui se développent avec l'âge, avec le vieillissement aussi. Euh, Fait qu'on avait, tu sais, très peu d'études, puis tu sais, des études qui pouvaient montrer vraiment qu'il y avait un impact sur des biomarqueurs, tu sais, métaboliques, cardio-métaboliques. Tu sais, très peu, puis tu sais, très peu, on peut pas vraiment se fier à ça. Tu sais, ça nous prendrait vraiment plus d'études à ce niveau-là. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a trouvé qui était quand même clair, c'est que le fait de souffrir, ben souffrir, de vivre avec de l'obésité quand on est enfant, ben ça augmente grandement nos chances d'avoir de l'obésité quand on est adulte, pour plusieurs raisons. Puis, quand on a de l'obésité quand on est adulte, ben là, ça augmente le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, etc. Mm. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est plus le fait d'avoir de l'obésité quand on était adulte qui avait vraiment une corrélation là, élevée avec le développement de maladies. Sauf que le fait d'avoir de l'obésité quand on était enfant, c'était comme 80% des enfants qui avaient de l'obésité en étant enfant allaient avoir de l'obésité en étant adulte. T'sais. Fait que c'est quand même un gros marqueur. Tu sais qu'au final, tu vois que ça mène vers des maladies cardio-métaboliques dans le futur. Là. Mm. Ouais, très intéressant. Fait que ça, c'est pas mal la fin de cette étude-là, ben, de cette revue de littérature-là que tu avais faite. C'est Fait que ça. maintenant, est-ce qu'on est prêt à répondre à la question qui tue? Est-ce que le sucre est une addiction? Le sucre, c'est-tu une addiction? Ça, c'est vraiment une bonne question. Puis, dans le fond, pourquoi que je me suis intéressé à cette question-là? Honnêtement, moi, mon billet au départ, c'était juste de dire, ben non, tu sais, le sucre, c'est pas une addiction, tu sais, comme, moi, dans ma tête, une addiction, tu sais, c'est quelqu'un qui, tu sais, consomme une drogue, puis qui développe une addiction, puis qui est plus capable de s'en défaire, qui doit aller comme en détox, tu sais, des choses comme ça, tu sais, en réhabilitation, là, finalement, là, tu sais, puis, fait que dans ma tête, j'étais comme, tu sais, le sucre, c'est pas ça, tu sais, ça se peut pas. Puis pourquoi je suis revenu à m'intéresser à la question, dans le fond, c'est que dans le cours de mon stage en santé publique, ma superviseure m'avait demandé de trouver un sujet pour rédiger un article simple, pour envoyer des informations simples sur leur site web. Un article qui serait intéressant et qui permettrait aux gens d'apprendre un peu plus sur la nutrition. Puis je lui proposais des idées, puis elle aimait pas tant mes idées, mais là, elle me dit « Oh, j'aimerais ça que ça serait intéressant la question de la dépendance au sucre, de l'addiction au sucre, si tu pouvais genre faire quelque chose là-dessus. » Puis là, j'étais comme OK, c'est intéressant. Mais plus que je me suis penché là-dessus, puis j'ai été lire là-dessus, tu sais, des ouvrages scientifiques, etc., je me suis rendu compte euh, c'est quand même complexe comme question. Il y a quand même beaucoup. C'est plus complexe que on pourrait penser. Fait que ça a pris quand même beaucoup de lecture, beaucoup tu sais, écouter
des, euh, des révisions par des gens qui connaissent plus ça que moi pour essayer de comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'on peut ressortir des études, qu'est-ce qu'on peut ressortir de l'évidence qu'on a. Puis la réponse est plus nuancée qu'on pourrait penser, dans le Fait que fond. c'est ni oui ni non, en gros, là. C'est ça, ça va dépendre de la personne, puis, tu OK. sais, mettons, ça va dépendre de ta définition de c'est quoi une addiction ou une dépendance. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on on peut y aller, dans le fond, au niveau de l'addiction au sucre. Tu sais, quand on regarde plus au niveau comme biochimique, tu sais, plus, tu sais, on enlève le niveau psychologique de l'équation, plus au niveau comme biochimique, ben, les gens s'entendent pour dire que non, tu sais, le sucre, c'est pas une addiction, tu sais, qu'on peut comparer, par exemple, à une addiction à la cocaïne, une addiction aux opioïdes, une addiction à l'héroïne, tu sais, par exemple. Euh, Puis pourquoi? Mais c'est parce que, tu sais, ça crée pas une dépendance chimique. Tu sais, on n'aura pas un symptôme de sevrage, tu sais, quand on va arrêter de prendre du sucre, là. En tout cas, c'est pas nécessairement répertorié, puis c'est pas la même... Ça fonctionnerait pas de la même façon que, par exemple, pour une drogue dure. Euh, Aussi, on remarque que quand on jeûne le sucre, ben, on a une diminution des cravings pour le sucre, alors que pour une drogue dure, ça serait comme le contraire. Le fait de sevrer une drogue, ça augmenterait le goût pour cette dite substance. Donc là, on voit que ça diffère à ce niveau-là. Quand on compare ça à une drogue directement, c'est comme pas tout à fait pareil. Par contre, c'est vrai que quand on consomme des aliments qui goûtent sucré, on va avoir une réponse de dopaminergique, dans le fond. Il va y avoir de la dopamine qui va être sécrétée, puis qu'on va nous faire ressentir un sentiment de plaisir au niveau du cerveau. Euh, Sauf que c'est, des fois, on peut dire, ah, il y a de la dopamine, fait que forcément, c'est une addiction, mais pas nécessairement. Puis je vous explique pourquoi. C'est que dans le fond, la dopamine, c'est, c'est le système de dopamine. C'est un système qui nous encourage à adopter des comportements qui vont mener à la survie d'une personne. Donc, par exemple, quand on a soif, de boire de l'eau, ça va sécréter de la dopamine parce que justement, ça fait du bien. Fait que c'est comme ça nous encourage. La prochaine fois qu'on a soif, on va boire de l'eau parce que ça va nous aider à survivre. Même chose quand tu as faim, de manger, ça va sécréter de la dopamine parce que tu vas avoir répondu à ton besoin qui était j'ai faim, j'ai besoin de nourriture pour survivre. Puis c'est un peu la même chose quand on parle de sexe aussi. Techniquement, c'est pour la survie de l'espèce, il faut se reproduire. Fait avoir des relations sexuelles, ça va promouvoir de la dopamine également. Mais c'est toutes des choses qui on considère pas ça des addictions. C'est des choses qui sont normales, qui sont essentielles à notre survie. Fait que pourquoi le sucre, on dirait que c'est une addiction à cause de ça, ben, ça serait peut-être de dire que les aliments qui contiennent du sucre ou qui sont sucrés en général, mais peut-être que la décharge de dopamine qu'on va avoir en les consommant va, dans le fond, être plus grande que qu'est-ce qu'on aurait pu trouver dans la nature en général. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Peux-tu m'en Donc, dire plus? tu sais, mettons que tu as faim, là. Mhm. N'importe quoi que tu vas manger, ça va te donner de la dopamine parce que tu avais faim vraiment, là. Mais le sucre, c'est que ça a tellement un goût qui serait bon, dans le fond, qui te donne, tu sais, qui est tellement une bonne sensation de bien-être. Puis ça s'explique ça parce que, tu sais, souvent, les aliments qui sont sucrés vont fournir de l'énergie. Puis aussi, les aliments qui sont sucrés, ben, tu sais, c'est un goût qui, à travers l'évolution, indiquait probablement que si c'est pas amer, puis c'est pas acide, aigre comme goût, mais c'est sucré, ben c'est probablement pas poison, c'est probablement pas pourri, puis c'est probablement nourrissant, ça va nous apporter de l'énergie. Fait que, Mhm. de façon évolutive, le sucre, c'est sûr que c'est un goût qu'on recherche dans Mhm. les aliments, puis c'est ça. Mais là, ça nous amène dans une conversation qui parle de c'est quoi les aliments qui contiennent du sucre, puis est-ce qu'ils contiennent juste du sucre Ouais. ou ils contiennent autre chose Mhm. aussi. Mais c'est ça qui est quand même intéressant à discuter. Ben, Mais, c'est là, je pense que ton ouais, opinion diverge des gens qui auraient tendance à dire que oui, le sucre, c'est une addiction. c'est ça. C'est là qu'il y a comme une nuance à apporter parce qu'on s'entend que
sais, par exemple, dans le truc évolution, là, c'est ça, je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus. Tu sais, mettons, la canne à sucre, c'est ça qu'on utilise pour produire notre sucre raffiné. On s'entend, le sucre raffiné, c'est 1000 fois meilleur que juste si quelqu'un, à l'époque, avait pris la canne à sucre, essayé de manger ça, puis c'est comme, mais c'est pas, tu sais, peut-être c'est sucré, mais Mhm. jamais autant sucré, puis il y avait beaucoup de fibres, sûrement, ça devait être plus fibreux, moins sucré. C'est pas la même réponse au niveau du cerveau. Ou quand La tu seule manges un sorte de sucre fruit. la seule sorte de sucre qui devait exister autant peu comme on a aujourd'hui, c'est le miel, sûrement. C'est ça. C'est pas la, je Puis pense que c'est la seule source de sucre pur qui existait. Là, Puis trouver du miel dans la nature, ça devait être quand même quelque chose, ouais, tu sais, de rare. de rare. Puis là, faut que tu te battes après des abeilles. En tout cas, c'est quand même Ouais. risqué à un certain point. Mais tu sais, mettons, tu trouves un arbre à fruits, ben là, tu goûtes à, mettons, c'est des pommes, puis là, tu croques dans la pomme, c'est sucré. Ben là, ça t'encouragerait, dans le fond, à manger, tu sais, plus que tu en aurais besoin Mm. normalement, parce que, justement, c'est pas tous les jours que tu tombes sur un arbre à fruits, c'est le temps de faire des réserves d'énergie, de manger le plus possible. Fait que, tu sais, de ce niveau-là, tu comprendrais pourquoi un Ouais. aliment sucré, théoriquement, ça pourrait t'encourager à consommer plus Mm. que d'autres aliments, tu sais. Mais selon ce que tu viens de dire, tu sais, je pense pas que les arbres fruitiers, donc tous les fruits qu'on mange, je pense pas que les gens, c'est ça qu'ils veulent dire par le sucre est addictif. Tu sais, si tu parles de fruits, les Non. gens vont pas dire, ben non, c'est pas addictif. Tu sais, tu manges une pomme, c'est pas la meilleure affaire de l'histoire de l'humanité, puis tu as le goût d'en manger à tous les jours, tout le temps, puis t'arrêtes plus de manger des pommes. Tu sais, à moins Je dis pas que c'est d'un, impossible, ben, mais, à moins d'un problème mais, psychologique, tu sais, je pense pas que ça soit possible ouais. que quelqu'un dise, hey, les pommes, puis là, il me fait juste manger des pommes, puis il va être fou, puis fait que je pense pas que ça C'est, pourrait arriver. je pense pas que la source de nos problèmes de maladies dans la société, c'est parce que les Mm. gens mangent trop de fruits. Ça me Non, c'est ça. surprendrait énormément. Tu sais, les fruits en général, quand on consomme plus de fruits, tu sais, ça contient des fibres, ça nous amène un sentiment de rassasiement. Tu sais, c'est pas mal anti-obésité, genre comme aliment, tu sais, tout comme Mhm. les légumes. Tu sais, c'est un des bénéfices de consommer beaucoup de fruits et légumes, ça nous remplit, donc on a moins de place pour consommer des aliments qui sont plus riches en énergie, par Ouais. exemple. Puis après ça aussi, ben, c'est assez rare, à moins d'avoir un problème psychologique peut-être, mais tu sais, c'est rare que tu vas avoir quelqu'un qui va juste manger de la cassonade comme ça, ou manger de la mélasse, ou manger du sucre raffiné comme ça. Donc, Exactement. disant ça, quels sont les aliments sucrés qui seraient problématiques? C'est ça. Parce que, tu sais, quand que les gens disent je pense que j'ai une addiction au sucre, tu sais, on pense que le sucre qui est vraiment problématique, effectivement, comme tu l'as dit, les gens vont pas se mettre à manger des pelles et des pelles de sucre blanc. Habituellement, c'est pas comme ça que ça marche. Souvent, les gens vont pointer du doigt des aliments comme la crème glacée, les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, tu sais, des barres de chocolat, tu sais, ce genre d'aliments-là qui, on dit, c'est du sucre, fait que c'est ça qui est pas bon, tu sais. Puis, la réalité, c'est que c'est vrai, ces aliments-là contiennent du sucre, contiennent beaucoup de sucre même, mais contiennent aussi d'autres choses, puis ont aussi d'autres caractéristiques, dont, tu sais, premièrement, ils ont une très forte densité énergétique, densité calorique, donc contiennent beaucoup d'énergie dans un petit volume. Fait que c'est vraiment des aliments qui sont faciles à surconsommer. Tu sais, par exemple, mettons de la crème glacée, là, tu sais, chaque bouchée de crème glacée, tu sais, c'est quelque chose qui est super riche, qui contient super beaucoup d'énergie. Fait que tu prends une bouchée, puis c'est énormément de calories drette là, alors que, tu sais, maintenant, tu croques dans une pomme, chaque bouchée de ta pomme, ça va être, tu sais, énormément moins de calories par bouchée. Tu sais, c'est juste un exemple. Fait que déjà là, on a une problématique. Puis, en plus, c'est que souvent, ces aliments-là vont avoir des saveurs, tu sais, incroyables. Tu sais, le sucre mis avec du gras, mis avec un peu de salé, mis avec des saveurs, tu sais, qui souvent sont développées, tu sais, en laboratoire. Tu sais, des arômes de chocolat, de caramel, des fraises, tu sais, peu importe quelle sorte de crème glacée vous aimez, tu sais, mais on peut le reconnaître. Puis également, la texture de la crème glacée, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, on pourrait jamais trouver ça vraiment dans la nature, tu sais, quelque chose de froid, mais tu sais, qui fond dans la bouche, tu sais, qui recouvre, tu sais, toutes les surfaces, tu sais, parce qu'il y a comme le gras là-dedans. Fait que, tu sais, l'aliment est beaucoup plus que seulement le sucre qu'il contient, tu sais. C'est un aliment, tu sais, qui est ultra transformé. Puis encore une fois, c'est pas tous les aliments ultra transformés qui ont toutes ces caractéristiques-là, mais ceux qu'on pointe souvent du doigt, tu sais, c'est des aliments
ont une texture hyper plaisante, ils vont avoir des saveurs incroyables, puis contiennent beaucoup de calories. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte qu'on les surconsomme, puis on surconsomme ça, qui est déjà riche en calories, ça cause des problèmes Hmm. au niveau de la balance énergétique, finalement. Hmm. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, le plus gros problème que moi, ce que je retiens, c'est densité énergétique numéro un. Numéro 2, palatabilité des aliments, qui est un beau mot pour dire, ben, quand ça touche à notre palais, ben là, c'est la meilleure expérience sensorielle qu'on a eue de notre vie. C'est Exact. littéralement ça que ça veut dire. C'est souvent façonné par l'industrie, donc c'est pas quelque chose que nos ancêtres qui vivaient sur la Terre il y a même juste 100 ans, 200 ans, ils n'ont jamais été en mesure de goûter à quelque chose d'autant bon que ça. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on a tendance à en surconsommer en termes de calories. Puis de ces calories-là, souvent, c'est des produits qu'on va manger, puis ben, ça goûte sucré. Ouais, mais si tu regardes la valeur énergétique, l'étiquette, ben, ça se peut que même s'il y a bien du sucre dedans, ça se peut que la majorité de tes calories proviennent des lipides. Parce que C'est de ça. un, les lipides, c'est 9 calories par gramme. Puis souvent, il va en avoir quand même beaucoup parce qu'on sait que les lipides, ils ont un effet, ils permettent de faire durer le goût plus longtemps en bouche. T'sais, fait que ça, c'est l'effet que a le beurre sur les desserts particulièrement. Fait que souvent, il va y avoir ça aussi. Tu as parlé de chocolat aussi. Le chocolat, souvent, ça va être sucré. Le chocolat comme tel est très gras parce que ça provient du beurre de cacao, qui est une source de lipides. Puis également, ils vont mettre du salé souvent avec le chocolat pour créer un peu cet effet opposé-là de sucré-salé. Donc, il va y avoir aussi du sel qui va nous aider à trouver ça plaisant en bouche. Fait que c'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte que ces aliments-là sont peut-être addictifs d'une certaine façon pour certains types de populations qui ont tendance à surconsommer. Dans ces types de populations-là, on peut retrouver les gens qui sont euh, affectés par la boulimie, par exemple. Je ne sais pas si tu veux Mhm. expliquer ça brièvement, la boulimie. Ben, je pense que les gens ils connaissent ça, mais en général, c'est des gens qui vont avoir des épisodes de binge ou d'hyperphagie, dans le fond, qu'on va dire. Donc, ils vont se mettre à manger énormément d'un certain aliment. Puis après ça, ils vont ressentir beaucoup de honte par rapport à ça. Puis, c'est comme quoi que c'était mal d'avoir fait ça. Donc, ils vont utiliser des méthodes pour essayer de venir contrecarrer cette hyperphagie qu'ils viennent d'avoir. Donc, on pense à se faire vomir, on pense à faire de l'exercice de façon vraiment excessive, là, ce genre de comportement-là, de compensatoire là, qu'on appelle. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a aussi il y a un autre Mm. trouble alimentaire qui est le binge eating, là, l'hyperphagie. Je ne sais pas exactement en français comment ils l'appellent, là, mais en fait, c'est le même genre de problème, mais il n'y a pas nécessairement de compensation. Là, mais c'est une sensation que tu te mets à manger un certain aliment, puis tu en consommes une quantité qui est énorme, qui est vraiment anormale, puis la sensation de perte de contrôle est vraiment importante, c'est de dire, on dirait que j'ai plus contrôle de mes actions, de qu'est-ce que je fais, puis je peux pas arrêter de manger cet aliment-là. Mm. Donc souvent, c'est des aliments ultra transformés, sucrés ou pas, qui peuvent causer ça. Souvent, on pense vraiment que le sucre est problématique, mais il y a d'autres aliments qui sont ultra transformés, qui ont des caractéristiques similaires, qui ne sont pas nécessairement sucrés. Je pense notamment aux chips, aux croustilles. Souvent, c'est des aliments qui sont ultra transformés, qui sont riches en gras, en sel, qui vont rajouter des saveurs, vont avoir une texture hyper plaisante. Fait que c'est un autre Ouais. exemple d'un aliment qui peut être problématique. Donc, si c'était possible de développer une dépendance, une genre d'addiction à ces aliments-là, je pense que ce serait vraiment des aliments de ce type-là qui seraient plus à blâmer versus seulement le Ouais. sucre, c'est la molécule spécifique du sucre. Mhm. Puis, ben, tu veux-tu mon opinion là-dessus, au final, pour Mhm. répondre à la question, est-ce que si oui ou non c'est une addiction, le sucre? Moi, je pense pas pour le raisonnement suivant. Dans le fond, tu sais, mettons, oui, ça peut être incontrôlable. Tu sais, attends, mettons quelqu'un qui fait de l'hyperphagie, là, de la boulimie, comme on dit, puis il se met à manger du gâteau au chocolat, puis il est plus capable d'arrêter. Puis il mange au-delà de ses signes de signaux de satiété. Tu sais, il va au-delà de sa satiété, bien au-delà de ça. Il peut manger jusqu'à 3000, 4000, 5000 calories. Il peut manger le gâteau complet, là, dans le fond. Mais cette personne-là, déjà, c'est un faible pourcentage de la population qui est atteint de ce problème-là, dans le fond. Puis la majorité des gens, oui, mettons, si tu donnes à n'importe qui un gâteau au chocolat, il va trouver ça excellent. Il va probablement en surconsommer au-delà de sa balance énergétique normale de d'habitude.
mais ça reste que quand il va atteindre la satiété, il va arrêter. Puis je pense que c'est la distinction qu'on peut faire avec Mhm. les drogues, avec l'alcool, Mhm. c'est que, tu sais, mettons, on peut faire des recommandations sur l'alcool, par exemple, en tout cas, ça, c'est un gros sujet de débat aussi, mais tu sais, mettons, c'est comme, deux verres par jour, trois verres par jour, tu sais, l'affaire d'éduc-alcool, bon. Mais souvent, pour une majorité de gens, quand tu commences à boire, puis que ça peut devenir une addiction, ben, même si tu atteins un certain niveau ou pour ta propre santé, c'est comme plus bon, mais tu es quand même capable de continuer à boire. Pour une majorité de gens, que ça devient un problème, ils vont faire ça. La drogue, c'est la même chose. Plus tu en prends, plus ça t'amène à en prendre. Puis ça va au-delà on est bien au-delà de la santé. Là, c'est vraiment rendu excessif, puis c'est délétère pour la santé. Ça peut même amener notre mort. Mais avec le sucre, que je mets en guillemets, parce que c'est plutôt les aliments ultra transformés, la majorité des gens vont quand même être capables d'arrêter rendu à un certain point avant que ça devienne, que ça les amène à la mort. Là, veux pas. Le bémol là-dessus, cependant, où je verrais que, OK, tu peux dire que c'est une addiction, c'est que tu vas manger jusqu'à ta satiété, mais ta satiété, ça va revenir à ton niveau de base. Donc, à chaque repas, tu peux recommencer ce processus-là. C'est ça qu'on voit avec la situation d'obésité partout dans le monde. C'est que, ben, tu vas arrêter de manger quand tu n'as plus faim. Mais on s'entend qu'avec un gâteau au chocolat, tu peux manger 1000 calories, puis j'ai plus faim. Au prochain repas, ben, tu peux recommencer encore. Je vais manger 1000 calories de gâteau, puis j'ai plus faim. Fait que, tu sais, ça peut revenir jour après jour après jour, mais même à ça, on voit que, comme tu l'as dit au début, si tu arrêtes d'en manger du sucre, ben, à un moment donné, tu n'auras plus nécessairement le goût de vouloir manger du sucre. Donc là, ça inverse vraiment la tendance. C'est vraiment différent de l'alcool et des drogues, par exemple. Mhm. Donc, tu sais, c'est ni noir ni blanc, mais selon moi, je pense pas que c'est une addiction pour ces raisons-là, parce que la majorité des gens vont quand même être capables de s'arrêter à un certain point. Ben, j'ai peut-être un petit contre-argument. Généralement, je suis pas même d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai peut-être un petit contre-argument juste à expliquer. Tu sais, mettons par exemple au niveau de l'alcool, tu sais, la majorité de la population consomme de l'alcool, mais la majorité de la population n'est pas alcoolique, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, tu sais, même si la plupart des gens consomment de l'alcool, c'est pas tout le monde qui devient alcoolique, mais il y a une minorité de gens Ouais, qui sont plus, tu sais, à risque de développer ouais. ça. Mais Fait que moi, tu moi, je sais, parlais des gens qui prenaient de ouais, l'alcool puis que c'était une dépendance, c'est un problème. Là, moi, c'est je ça. parlais de ceux-là que eux, ça va au-delà. C'est déraisonnable de boire autant d'alcool que ça. Tu le sais que c'est pas bon pour ta santé. Mhm. Dans la soirée même, tu peux faire un blackout, tu peux vomir, tu peux avoir plein de problèmes dans la journée même versus avec un gâteau. À un moment donné, la majorité des gens vont juste s'arrêter. Puis même des gens qui sont comme moi, je suis. Le sucre, c'est une addiction pour moi, ils vont quand même finir par arrêter à un moment donné. Mhm. À moins que tu as de la boulimie. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je pense l'affaire, c'est que c'est pas le sucre, premièrement, c'est vraiment les aliments ultra transformés, ultra palatables, comme tu as mentionné, qui, tu sais, potentiellement, chez certaines personnes, pourraient causer ça. Je peux le voir. Puis, mettons, une des raisons pour comment que je le vois, c'est, tu sais, quand on pense, mettons, aux drogues, tu sais, aux drogues dures là, qui existent, là, tu sais, ils vont affecter des systèmes, tu sais, neurologiques dans notre cerveau qui sont déjà là, tu sais, qui sont utilisés, tu sais, qui ont été utilisés à travers notre évolution pour notre survie, mais on a trouvé comme cette molécule-là qui a été extraite de je sais pas quelle plante, puis qui a été traitée, puis qui a été purifiée pour être, tu sais, vraiment, tu sais, créer la drogue qu'on connaît aujourd'hui. Puis quand on la consomme, va agir sur ces systèmes-là qui sont déjà présents, tu sais, dans notre cerveau, mais de façon comme exponentiellement, tu sais, haute, tu sais, que dans la vie de tous les jours, tu sais, peu importe à quoi ces systèmes-là servaient à réguler dans la vie normale, tu sais, ils vont jamais être stimulés d'une telle façon dans la vraie vie, tu sais. Fait que c'est là que ça peut créer des problèmes, tu sais, d'addiction, que tu sais, cette sensation-là que tu as eue de consommer cette drogue-là est tellement meilleure que n'importe quoi d'autre que tu as eu dans ta vie, ben, tu sais, pourquoi j'irais à la recherche de n'importe quoi d'autre que ça, tu sais. Fait que, tu sais, où est-ce que peut-être les aliments ultra transformés, ça peut causer problème? Ben, c'est que on est en train de développer des aliments qui sont tellement, tu sais, bons, qui viennent agir sur tellement de, de, de sens, de, de sensors, tu sais, dans notre bouche, tu sais, de sucré, le salé, le gras, tu sais, puis les autres saveurs qu'on rajoute, des arômes qu'on crée, tu sais, artificiellement. C'est pas que l'arôme artificiel va, cause un cancer ou peu importe, mais l'arôme artificiel qui a été créé
peut rendre le goût de l'aliment encore plus incroyable, puis nous inviter, faire que notre réponse sensorielle à la consommation est exponentiellement meilleure qu'un aliment de base qui a été cuisiné, qui est comme un fruit, un légume, du riz, des choses vraiment de base. Je sais pas si tu comprends. C'est un peu le même principe. Mettons, peut-être qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui ont les aliments, mettons, je pense à un gâteau au fromage, là, mettons, de Cheesecake Factory, là, qui Mm. ça n'a pas d'allure comment c'est dense en énergie, mais les textures, les goûts, etc., c'est incroyable. C'est peut-être que on est rendu à un certain point qu'il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables à ça, qui développent une addiction. Puis c'est pas. On peut pas enlever l'idée que dans le futur, avec le développement d'aliments encore plus incroyables, ce soit de plus en plus fréquent que des gens développent des addictions à ça. Donc, c'est ça. C'est une explication un peu compliquée, mais dans le sens que ça se pourrait être possible. Ouais. Mais tout ça pour venir au fait que le sucre n'est pas le seul élément problématique. Puis j'ai l'impression que si on cible seulement le sucre comme problème, ben on va développer des solutions pour un problème qui ne sera pas efficace parce que le sucre n'est qu'un seul élément d'un plus gros problème, tu sais. Mm-hmm. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi, mais ça va être pour un autre épisode. Ouais, Mais ben on verra. je tiens à finir cet épisode-là avec un exemple, là, parce que j'avais ça en tête pendant que tu parlais. J'avais lu sur TVA Nouvelle à un moment donné. C'est très. Ils cherchent à avoir des clics, là, vraiment, là, avec ça, là, mais comme tous les autres médias. Mais là, c'était marqué: Ah, ce monsieur est accro. Je ne nommerai pas son nom, je me rappelle même pas anyway, là. Ce monsieur est accro au coke, il boit je sais pas trop combien de litres de coke par jour. Puis là, le monsieur, il parle, puis là, t'es comme. C'était un monsieur qui travaillait en soutien informatique, ou je sais pas trop, puis là, il buvait du coke. C'était juste parce qu'il buvait jamais d'eau, puis il buvait une quantité astronomique de, mettons, un 3 litres par jour de coke, mais tu sais, c'était juste sa quantité d'eau qu'il aurait pu. Tu sais, il aurait pu boire 3 litres d'eau par jour, puis ça aurait bien été, mais là, c'était juste du coke qu'il buvait. Puis là, dans l'article, là, c'était juste des mots qu'il faisait en lien avec des addictions, tu sais, pour vraiment montrer là, que c'était puissant, puis c'était fort, puis c'est une addiction, puis ça lâche pas, puis il prie avec ça, il est prisonnier, puis tu sais. Fait que le champ lexical, c'était vraiment ça, là, c'était ça venait du mot addiction, là, tu sais. Là, j'étais comme, ben, tu sais, peut-être que c'est une addiction comme telle, ce produit-là, mais est-ce que c'est sous-jacent d'un autre problème psychologique, peut-être? T'sais, moi, c'est ça que je me disais dans cette situation-là. C'est peut-être que c'est un mécanisme de compensation, puis là, ils passent ça dans le coke, comme il y en a qui passent ça en allant au casino, en allant boire, utilisent n'importe quel vice. Mais j'étais comme. Puis même si on dit, OK, le problème, c'est le sucre, mais l'affaire, c'est que le coke, là, c'est pas juste bien du plus que sucre. du sucre. C'est C'est un peu des plus que ça, ouais. pétillants. C'est l'aspect pétillant, puis c'est les arômes. C'est surtout ça qui font le coke. C'est la raison pourquoi que La les gens. caféine La aussi. caféine aussi un petit peu. C'est la raison pourquoi les gens sont capables de juste boire de l'eau pétillante puis aimer ça. C'est l'aspect pétillant en bouche qui est vraiment intéressant. Puis après ça, le coke, ils ont trouvé une formulation avec des arômes qui est exceptionnelle. Puis après ça, ils rajoutent du sucre. Fait que mettons Coke là, qui trouverait la même formule puis qui rajouterait du sirop d'érable dedans. Puis là, ça goûterait la même affaire. Là, ben là, c'est du sirop d'érable. Fait que là, techniquement, là, c'est du bon sucre, mettons. Là. Mais c'est pas ça qui rend ça. Tu sais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Selon la logique de certaines personnes, ils pourraient Ouais. dire: Ah ben là, tu sais, c'est rendu un aliment qui est correct. Non, c'est quand même un aliment qui est autant addictif, je le mets en guillemets, parce que justement, tu as l'aspect pétillant, tu as l'aspect des arômes, tu as l'aspect du. Tu sais, c'est une expérience boire un Coke plus que juste c'est de l'eau puis du sucre. Tu sais, c'est vraiment pas ça. Tu sais. Mettons, tu prends un verre d'eau frette, puis tu rajoutes, tu sais, je sais pas combien de sucre il y a dans un Coke, là, mais la quantité de sucre d'un Coke à peu près dans ce verre Ouais, d'eau-là, puis 40 grammes, mettons, dans 350 ml, mettons. puis tu bois cette eau-là, tu sais, ça sera pas dégueulasse, là, tu sais, si t'as bien soif, t'es bien déshydraté, tu bois ça, ça doit être bien le fun, mais tu sais, tu compares ça, mettons, à l'expérience d'une boisson gazeuse, tu sais, comme tu dis, avec les bulles, avec les arômes, tu sais, de plus qui sont rajoutés, tu sais, c'est pas la même chose, là, tu sais, Mm, pourrais-tu développer une addiction à de l'eau sucrée? Pas certain, mm. mais mettons le Coke, puis tu sais aussi, tu sais, toute l'expérience de la canette, t'ouvres la canette, le petit bruit, les bulles, tu sais, c'est tous des éléments, tu sais, qui peuvent influencer aussi. Puis tu sais, c'est-tu une dépendance ou c'est une habitude? Mm. Tu sais, des fois, on a, tu sais, c'est comme une habitude, il est tellement habitué de prendre ça, puis tu sais,
on est renforcé par notre environnement, par la publicité. T'sais, il y a une machine distributrice dans sa salle de pause au travail, puis il en achète tout le temps un, puis c'est comme Mm. ça. Mais c'est-tu une dépendance, c'est une habitude? Là, ça dépend de la définition de la chose, puis c'est comme ça devient complexe. Mm. Mais en général, on sait que les aliments ultra transformés comme ça, qui ont ces caractéristiques-là, ben c'est pas quelque chose qu'on veut qui représente la majorité de notre alimentation. T'sais. Ouais. Donc, de façon générale, je pense qu'au final, est-ce que le sucre est une addiction? On pourrait dire que non dans la Peut-être, majorité. Peut-être. On pourrait dire que non dans la mais majorité des cas. Oui, chez certaines personnes. Puis la question à poser, ça serait plus est-ce que le coke est addictif ou est-ce que les aliments ultra transformés sont addictifs ou est-ce que les ultra Cheetos palatable. sont Ouais. addictifs? Tu sais? Ce genre de choses-là. Ouais. Puis, encore une fois, ça va dépendre de la personne. Puis, il y a des gens qui vont être plus susceptibles de développer des comportements un peu de dépendance. Je sais pas si on peut appeler ça une dépendance, mais définitivement des comportements qui ressemblent à ça. Puis, de cibler le sucre uniquement, ce serait une erreur selon moi parce que c'est plus gros que ça. Il y a des aliments ont plein d'autres caractéristiques que seulement le sucre. Oui, Mm, c'est sûr que si tu enlèves le goût sucré dans le Coke, ben le Coke est sûrement plus autant bon. Tu n'as plus le goût d'en mm, prendre. Mais, tu sais, mettons des chips saveur barbecue, ça a un goût sucré, c'est bon. Mais des chips sel et vinaigre, ça n'a pas de goût sucré, mais les gens peuvent tout à fait développer des mm. comportements ou surconsommer ça, même si ça Ouais. contient pas de sucre. Fait que le sucre est définitivement un élément, mais c'est pas l'image, la Ouais. photo, là, Ouais. grand écran au Mhm. complet de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Ouais. Mais au final, moi, ce que j'aimerais terminer, c'est maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Parce que la réalité, c'est que malheureusement, notre environnement alimentaire, même si on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer de le changer, de le modifier, c'est pas chose faite, puis ça va pas nécessairement se faire, malheureusement. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour, d'un côté, on veut quand même profiter parce que, aller au restaurant, manger de la nourriture, c'est super le fun. Des fois, consommer certains desserts, certains aliments transformés, ça peut être un certain plaisir de la vie. On a accès à ça, puis il y a des milliers de millions de générations d'humains avant nous qui ont jamais eu accès à ça. Fait que, on veut en profiter, mais comment qu'on peut en profiter sans que ça soit nocif pour notre santé, t'sais? Puis, la réponse à ça, c'est, encore une fois, comme avec un peu de tout, c'est la modération. Puis, il faut juste qu'on aille, à la base, une alimentation, qui, la grande majorité de nos repas, des habitudes qui font qu'on consomme des aliments qui vont bien nous rassasier, qui vont avoir des fibres, qui vont avoir des protéines, des bons gras. On pense aux fruits et légumes, on pense aux grains entiers, on pense aux sources de protéines maigres, on pense aux protéines végétales, aux noix, aux graines. Tous des aliments qui, lorsqu'ils représentent la majorité de notre alimentation, vont promouvoir notre santé, vont promouvoir qu'on soit pas dans un excès calorique, vont nous rassasier, vont nous donner tous les nutriments qu'on a besoin. Puis si après ça, occasionnellement, on va au restaurant avec notre famille, on s'achète des snacks, on s'en va en camping, on fait des s'mores, ça va pas être quelque chose qui va nous causer de problèmes. Si tu vas faire du camping une fois par année puis tu manges des s'mores, là, ça va pas te rendre obèse, ça va pas te causer de diabète. Par contre, si tu en manges à tous les soirs, à tous les jours, c'est peut-être problématique. T'sais. Mm. C'est problématique sans nécessairement être une addiction. Fait que, tu sais, après ça, ça dépend comment on définit ce mot-là. Dans cette question-là, Mhm. aujourd'hui, il y avait beaucoup de comment tu définis à quel point tu définis ça comme une addiction. Qu'est-ce que Mhm. veut dire le mot addiction pour toi? Qu'est-ce que veut Puis, dire le mot sucre pour toi? Tu sais, fait que... ouais. Mais je Puis pense qu'on a l'autre bien répondu chose, à la question. ouais. Puis l'autre chose que j'aime pas aussi quand on qualifie quelque chose d'une addiction, c'est que souvent quand quelqu'un dit qu'il y a une addiction à quelque chose, c'est un peu une façon de dire c'est hors de mon contrôle, donc je peux pas rien faire par rapport à ça. T'sais. Mhm. C'est comme un raccourci pour se donner comme une excuse de dire ben j'ai une addiction, fait que je peux pas contrôler ça.
Puis Mm. peut-être que c'est vrai pour certaines personnes que c'est vraiment comme une dépendance, mais je pense pas que c'est vrai pour la majorité des gens, tu sais. Puis, tu sais, j'aime pas ça de diagnostiquer ça comme une addiction parce que ça donne l'idée aux gens que on n'a pas de contrôle là-dessus, fait que ça donne à rien d'essayer de changer les choses, tu sais. Ouais. Alors que dans la plupart des cas, on serait capable de faire des Ouais. changements, tu sais. C'est ça. Puis on sait qu'il y a des patrons alimentaires qui fonctionnent, qui ont été prouvés par la science avec ben des études puis tout ça, qui C'est ça. montrent que ben justement, tu peux revenir, tu peux réduire ta quantité de sucre, puis à un moment donné, tu auras moins le goût de consommer du sucre, puis tu peux avoir une relation saine avec la consommation d'aliments sucrés comme les guimauves, comme le chocolat, tout ça, C'est tu ça. parlais des s'mores. Donc, tu sais, on peut avoir une relation saine avec ces aliments-là sans que ça devienne nécessairement une partie de notre quotidien. Fait que, tu Mhm. sais, on a la preuve que c'est possible de le faire. Donc après ça, c'est ça. Comme tu dis, il y a peut-être certains phénotypes qui font en sorte que, OK, ça peut devenir une addiction, mais la majorité du temps, ça ne l'est pas. Puis aussi, notez que je parle de consommer avec modération. Pourquoi je dis pas d'éliminer complètement les aliments ultra transformés ou les aliments qui contiennent du sucre? Ben, c'est simple. Premièrement, c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, je trouve ça plate de les éliminer complètement parce qu'ils peuvent faire partie de certains plaisirs de la vie. Mais aussi, c'est que certaines personnes, quand ils vont les associer comme étant nocifs, comme étant mauvais, puis qu'ils vont les éviter à tout prix, ça va comme augmenter des fois leur craving pour ces genres de choses-là. Mhm. Donc, ça peut avoir l'effet inverse. Ouais. Mais c'est vraiment une question de perspective, une question de mindset qu'on a par rapport à ces aliments-là, de dire ah, c'est pas, le chocolat c'est pas bon, le chocolat c'est pas bon, faut pas que j'en mange, faut pas que j'en mange. Puis là, ben, un moment donné, t'en manges pareil parce que tu tombes dedans, parce que t'as l'impression d'être restreint par rapport à ça. Alors que si le chocolat, c'est comme un aliment comme un autre, puis que tu peux en manger quand tu veux, puis c'est pas un problème. Puis, tu sais, il y en a chez vous, mais tu sais, ça va dépendre des gens. Moi, par exemple, j'en ai chez nous. Mais tu sais, j'aime ça le chocolat, mais je sais que tu sais, si j'en mange pas aujourd'hui, si je veux, je peux en manger demain. Puis je sais que des fois, mettons que j'ai un certain but à atteindre, tu sais, je veux être en meilleure santé, etc. Mettons que mon dessert, j'ai le choix entre un bol de yogourt avec des fruits ou une palette de chocolat. Ben, tu sais, oui, une fois de temps en temps, je peux choisir la palette de chocolat, mais si je choisis plus souvent le yogourt avec des fruits, c'est probablement meilleur pour ma santé. Puis la palette de chocolat, tu sais, le lapin de Pâques, là, qui est dans ma chambre, là, il va être encore là demain, il va être encore là après-demain, il va être encore là d'un mois si je l'ai pas mangé. Puis quand à un moment donné, je vais avoir le goût d'en manger, puis ça va fitter dans mon objectif, ben, je vais le manger, puis je vais avoir du plaisir à le manger, puis ça va être parfait comme ça. Fait que, tu sais, des fois, de se dire comme, oh, faudrait pas manger ça, c'est pas bon, puis tout. Puis là, finalement, tu te restreins pour rien, puis tu te mets dans une boîte comme psychologique qui t'encourage à avoir des comportements qui sont peut-être pas, tu sais, très bons pour toi, là. Mm. Mathieu manger lapin. Vous l'aurez appelé aujourd'hui. Mais oui. Mindset croissance. Mindset croissance. C'est quoi la conclusion, là, finalement? La conclusion, c'est que tu manges des lapins. Si on l'a appelé aujourd'hui. Des lapins de Pâques, là, pas des lapins de Ah, lapin, ah, là. ah, ah, c'était pas clair. C'était pas clair. Lapin de Pâques, ça veut dire lapin en chocolat, là, pour Mais tu ceux viens de la faire, qui... la conclusion était malade. Tu as juste dit euh, comportement sain, rapport sain avec le sucre, puis tout, puis une fois de temps en temps. Là, Parfait. Pita va me courir après, là. Tu pars des rumeurs que je mange des lapins, là. Ça Tu va peux pas manger. bien, là. Péta, on s'en fout, tu peux manger des lapins. Qui c'est qui interdit ça? Non, mais Pita, c'est genre un genre d'organisme Ouais, là, je qui a la sais. défense des animaux, là. Ben Puis... oui, mais on mange du bœuf, puis on l'a dit au podcast qu'on mangeait du bœuf, puis du poulet, puis du porc, puis c'est la même Ouais, mais affaire, tu manges du leur lapin. logo, c'est un lapin, là. Fait que Ouais, mais ils sont fragiles avec les lapins, là. Ouais. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant comme discussion. Tu sais, nous autres, on est bien convaincus de nos affaires, mais on est intéressé de savoir si vous avez des opinions différentes, puis pourquoi. Fait que, puis si vous avez des questions également, vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Fait que c'est ça, laissez-nous un j'aime, laissez-nous un abonnez-vous si vous avez aimé ça, si vous en voulez plus. Puis on se dit à la prochaine. Mindset, Mindset, croissance. croissance.